Bon, on a Backseat le film, mais ça a l'air long. C'est un grand best-of. Genre juste pour comprendre, je veux juste comprendre le lore. Le film que vous allez regarder est un documentaire qui retrace l'année 2023 à travers les yeux de l'émission Backseat. On va essayer de vous montrer comment notre émission a essayé de suivre, de traiter cette année politique très particulière. Faut qu'on fasse un documentaire sur notre propre vie. Comme Jean Massier, faut qu'on s'invite à notre propre émission et qu'on fasse un documentaire sur notre propre émission. C'est une tentative, pas toujours réussie d'ailleurs, mais de retranscrire la réalité du paysage politique, de ses tensions. La politique, c'est du conflit. Hein. Et ce dont on parle, c'est des lois... Le but, c'est de montrer la réalité du travail d'une émission comme Backseat. On essaye d'être les témoins du temps politique. Cette fameuse race de la démocratie est malade, en fait, pour moi, elle est dépassée. Ça a été une année d'embrasement. On a commencé... Normal, t'étais au PS, pardon. Comment vous, vraiment, sincèrement, vous pouvez vous regarder dans la glace le matin en vous disant « Je suis de gauche » et aller tous les jours... Ça a été un embrasement. Quoi? Je comprends rien au montage, moi. Je suis déjà perdu, je suis trop con pour ce truc-là, moi, je comprends rien. D'accord, on comprend Comment rien. le matin vous pouvez regarder dans la glace et vous dire je suis de gauche? Bah peut-être qu'elle est cassée la glace, il n'y en a pas. Peut-être que j'ai été mis à la rue, il n'y avait plus de glace. Peut-être que voilà, je sais pas. En décembre, malheureusement, j'ai été rattrapé par la maladie et j'ai fait un épisode dépressif très très grave qui m'a conduit jusqu'à l'hôpital. J'étais complètement cramé. D'accord que c'est le pire début de documentaire. Non, mais si je capte ce qu'ils ont essayé de faire avec l'écran d'attente, un peu intro, moi je capte, moi, je suis le défenseur. Et tu trouves que c'est une bonne idée? Non, c'est une idée de merde. Mais j'ai compris ce qu'ils ont voulu faire. Mais c'était pas ça mon propos. J'ai pas compris. Ils vont parler de leur modération. Est-ce qu'ils parlent du 7 octobre? On est au début de l'année 2023, le mouvement contre la réforme des retraites se structure et une première journée de mobilisation est déclarée à Paris. Ah, donnez les timecodes les gens. Ils parlent de modération quand? 7 octobre? C'est quand? Ça, on regarde que ça, non? Moi j'y vais. Vers la fin, c'est une catastrophe. Ah ouais? 50 minutes, ça parle du traitement de Gaza parce que je pense que le vrai reproche qui a été fait à leur émission cette année, c'est leur traitement du conflit israélien-palestinien. C'est à cause de Dany Araz. Oui, bon, qui est devenu pour S'il n'y avait pas eu Dany Araz, tout le monde aurait été d'accord avec nous. Alors qu'il n'y a pas tous les pro-palestiniens qui sont fans de Dany Araz. Il y en a quelques-uns, c'est vrai. Aussi. Après les attaques du 7 octobre, Léna Situation, qui est la plus grosse influenceuse française actuellement, a publié en story Instagram des contenus, vidéos, messages, relayant la souffrance des Palestiniens. Et pas Backseat, qui est une émission politique. Mais arrête, ils ont invité Rima depuis, frère. Ouais, oui, après cette fait Ah non, mais quand même, non, mais faut le noter. C'est vrai. Par la suite, supprimer ces messages parce qu'elle recevait un flot d'insultes, de menaces de mort par messages privés, sur les réseaux sociaux, etc. Elle est déjà de base régulièrement harcelée. Et là, en plus, sur ce sujet qui est extrêmement sensible, les attaques étaient vraiment décuplées. Oui, on va découvrir que les militants antiracistes se font harceler sur Internet. On va regarder Wissam un jour, ce qu'il reçoit. Mais bon, ça touche personne, ça, apparemment. Elle a mis des messages ensuite en story pour rappeler son soutien au peuple juif. Et elle disait aussi surtout qu'elle ne savait plus comment communiquer. Parce que quand on est une personnalité publique sur les réseaux sociaux comme Léna Situation, ça devient très 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 délicat de s'exprimer, d'exprimer une opinion politique, quel que soit le sujet. Mon sentiment, Oh là 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 là. Ah, le ouin-ouin permanent. C'est délicat d'exprimer une opinion politique sur le chat de Backseat aussi. Aujourd'hui, c'est que pour un influenceur, c'est très difficile de passer entre les gouttes du discours politique. Il y a des gens qui attendent vraiment aujourd'hui que leurs influenceurs préférés se positionnent. Le jour des attentats du 7 octobre, moi j'ai été terrifié. C'est le principe d'une attaque terroriste, tu me diras. Il a eu la même réflexion que moi. Attaque terroriste, ça terroriste. Écoute, ça et les mauvais pulls, on peut avoir parfois des choses en commun. Plus de points communs, ouais. Mais j'ai été terrifié, je me suis toujours posé la question de savoir comment est-ce qu'on allait en parler, comment est-ce qu'on va traiter une actualité aussi. Il est structurant ce conflit, y compris dans le paysage politique français, on l'a abordé au cours de la première partie, mais il est aussi sensible, il provoque des débats houleux, il évoque des débats passionnés, et il rend l'exercice, par exemple, de cette émission Backseat ce soir, extrêmement difficile, pour pas dire impossible. On a souhaité ce soir ne pas recevoir d'invités politiques, parce qu'on s'est dit que c'était pas le temps de donner la parole aux politiques, qu'on voulait donner la parole à d'autres personnes, à des personnes qui ont eu le courage de prendre la parole ces derniers jours pour s'exprimer sur ce sujet. Ouais, pour voir pas de politique pour amener un lobbyiste libéral complètement radicalisé. Ah bah, c'est un très bon choix. Il ne s'agit pas de dire
qu'il n'y a pas d'oppression des Palestiniens par le gouvernement israélien. C'est un fait. Et je crois qu'ici, on est tous unanimes. C'est un État colonial pas comme pour les condamner... autres, c'est ça? Non. Pas comme les autres colonies. Alors même qu'il y avait l'État colonial. Le mandat anglais a été aussi perçu comme une intervention coloniale. Sauf qu'il n'y avait pas d'État avant. Non, il n'y avait pas de... Oui, mais bon. Oh là 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 là. Ça valait le coup de pas inviter des politiques. Ah, je me rappelle de ce débat de merde. Ah, c'était heureusement qu'il y avait eu une, by the way. Ici, c'est les Anglais décident, puis ensuite, pof, ça change. Il y a quand même une intervention de l'extérieur. Il y a une intervention de l'extérieur, mais la légitimité et la démarche qui a été celle de la création de l'État d'Israël à l'origine, quelles que soient d'ailleurs toutes les erreurs qui ont été commises et toutes les choses et toutes les injustices qui ont été perpétrées, était un projet précisément d'émancipation et d'autodétermination des peuples qui s'inscrit plutôt dans les luttes décoloniales. Ah bon, on l'a déjà commenté à l'époque, ce truc-là. Oh, quel classique, ça vraiment. Quel classique. Israël, projet décolonial. Moi, je pensais jamais entendre ça dans ma vie. Je te jure que je pensais personne oserait. Tu vois, le truc de autodétermination, c'est légitime, machin. Ok, tu vois. Mais dire ça serait plutôt dans un projet décolonial, c'est. Je pensais pas que quelqu'un l'oserait un jour. Tu vois. Donc aujourd'hui, calquer ce schéma complexe sur une réalité coloniale telle que nous on l'a dans nos schémas historiques en Europe et ailleurs, c'est déjà une grille de lecture qui est fausse et qui permet pas de comprendre ce qui s'est passé et les enjeux, etc. Donc parler de la colonisation des territoires occupés illégale, évidemment, et il faut la condamner. Et d'ailleurs, à titre personnel, je la condamne sans le moindre... Qui s'est fait ban à ce moment-là là Il y a dû en avoir un ou deux là, non? Sans la moindre hésitation. Mais nourrir Ce que vous voulez dire, c'est que c'est un État colonial qui a la partie... Moi, oh le peuple du Tchad. De n'avoir nulle part ailleurs où aller, de toute façon. C'était donc cette phrase polémique qui essayait d'exprimer le fait que le sionisme, c'est-à-dire la volonté d'avoir un État refuge pour les Juifs dans le monde, ne pouvait pas être essentialisé à la question du colonialisme. Et sur cette intervention-là, j'avais fait une dichotomie. Et avec le recul, peut-être pas de la façon la plus claire qui soit, il me semblait essentiel, à mon sens, de différencier l'existence d'une colonisation, notamment en Cisjordanie, avec un régime extrêmement inégalitaire à la défaveur des Palestiniens qui sont sur place, et ce qu'on retrouve dans certains discours au sein de la gauche radicale, qui explique qu'au fond, Israël est un État colonial depuis 75 ans, c'est-à-dire depuis sa fondation. Mais attends. Moi, j'ai cru que ce qu'il allait dire, c'est faut décolorer, en fait, ça pourrait exister sans que ce soit une colonie. Moi, je m'attendais à ce qu'il dise ça. J'allais dire, bon, un peu abstrait, mon ref. Mais c'est ok. Mais non, mais j'ai cru qu'il partait sur ça comme un État binational égalitaire. T'as cru qu'il allait arriver, qu'il serait de gauche d'un coup. Qu'il allait être Rima Assad. Avec les Air Max du Zul. Anna Assouline, Raphaël Anselem et Karim Katan, qui arrivent qu'à la fin, étaient un peu trop proches de ce que proposaient aussi les autres plateaux. Il y avait l'idée de recevoir des gens qui allaient incarner une voix un petit peu différente, c'est-à-dire pas franchement Meir Habib, quoi, pour défendre la colonisation, mais des gens de gauche qui allaient être un peu plus critiques, évidemment, du gouvernement Netanyahou, par exemple, sans remettre en question pour autant la colonisation. Il nous défend comme ça, toi, il nous défend parce que... pas fou, hein. J'ai rien compris, il a dit, ça va, vous forcez, c'était pas Meir Habib non plus. Même si c'est vrai que c'était pas... Non, moi je pense qu'il a précisé après que ça a été coupé au montage, voilà mon avis. Ah, peut-être. Sur les réseaux sociaux, ça a été très clairement, je ne peux pas le dire autrement, ça a été des vagues de harcèlement. Mais il va falloir arrêter avec ça à un moment donné, vraiment, va falloir arrêter avec ça. Vraiment, gros, ça devient... Mais elle rappelle qu'il pense que c'est à cause de nous. Ah, vraiment, mais en fait... Les drapeaux palestiniens sont tous des spectateurs de deniers. passe son temps à dire des horreurs d'une violence symbolique impossible, et dès qu'elle se fait critiquer, c'est du harcèlement. C'est indécent, les gens. Moi, je trouve que c'est indécent, faut le dire. Non, mais surtout que là, rappelle ce qu'ils ont dit, quoi. Tu vois, genre, et après, by the way, attends, pour nuancer, faut rappeler l'état de Twitter. Oui, il y a des tas. Non, mais attends. C'est qu'il y a des gens qui turbo insultent les gens qui ont des idées, sionistes, pour le dire comme ça. Il y a des gens, c'est des dingueries qui leur disent. Oui, bien sûr, évidemment. Parce qu'il y a la colère. Enfin, tu vois, il y a vraiment des gens. C'est évident que c'est un conflit qui, comme ils disent, galvanise les passions. Comme chaque militant et militante pro-pal se prend des immenses dingueries
en message, les numéros qui tournent, machin, etc. Telegram, ça appelle des gens. Nous, on en connaît, voilà. On en connaît. On va pas dire les noms. En fait, c'est vraiment connaît chaud. Des gens qui vivent des trucs. C'est vraiment chaud, quoi. Mais après, pour avoir beaucoup suivi ce moment-là, il y a eu énormément de messages qui étaient de la critique politique. Et il y avait aussi des messages de gens en mode ultra vénère qui étaient clairement... que tu peux caractériser comme du harcèlement sans problème, tu vois, ça je dirais pas le contraire, mais comme toujours, ça a évacué la grande masse de critiques politiques à travers le truc. En réalité, tous les camps politiques subissent du harcèlement en partie de l'autre camp et des messages qui sont dans le champ de la critique politique et qui ne rentrent pas forcément dans le harcèlement. Et tu vois la différence entre quelqu'un qui te code tweet pour faire une critique politique et quelqu'un qui te menace de mort ou qui juste t'insulte ou dit que tu mériterais de te faire tabasser. Nous, les gens, en plus, on vit ça tous les jours, en fait. Hein. Bah oui. On est en première ligne aussi, on se fait turbo-harceler par des tas de gens. Ah oui, tout de le fou, temps, de fou. C'est caricatural de dire il n'y a jamais de harcèlement, c'est que de la critique politique, ou dire c'est que du harcèlement. Les deux sont des positions qui ne sont pas tenables parce qu'elles sont objectivement fausses, en fait. Quand tu t'exprimes sur Internet, et d'autant plus politiquement, tu rentres très vite dans des mécaniques de harcèlement qui se mêlent à de la critique politique et à des trucs, mais tu rentres vite dans des mécaniques de harcèlement, faut pas le nier, quoi. Et il y a des dingueries qui sont dites parfois par des gens, même des militants et des militantes pro-palestiniennes qui pètent des plombs et qui disent des dingueries. Et puis même, par exemple... ce qui définit le harcèlement de masse, parce que tu vois, normalement, le harcèlement, c'est par exemple, une personne t'envoie 200 messages, 200 insultes, enfin, te lâche pas. Normalement, c'est ça le harcèlement. Le harcèlement, c'est pas dire à quelqu'un, connard dans la rue, parce que il a manqué de t'écraser. C'est lui dire connard, puis le poursuivre, puis retrouver son adresse, l'appeler tous les jours. Vous voyez, c'est ça le harcèlement. Sauf que sur Internet, quand il a fallu un peu essayer de qualifier la spécificité du harcèlement d'Internet, qui est souvent massif, c'est-à-dire que tu peux recevoir justement 10 000 connards de 10 000 comptes différents. Et au final, l'effet pour la personne qui subit le truc est énorme, alors que la responsabilité, c'est juste qu'un cas écrit connard et puis est passé à autre chose dans sa vie et s'en rend pas forcément compte. Le problème, c'est que quand tu parles de politique, forcément, tu dis une hot take politique, peu importe ce que tu dis, un truc de gauche, de droite, peu importe. Tu te balances ça sur Internet ou alors t'es dans une émission et le truc, il y a un extrait qui tourne. Forcément, tu vas avoir des milliers de gens qui vont être exposés à cette idée et du coup, potentiellement des milliers de gens qui vont dire basé ou nique ta mère en fait. Et donc, c'est pour ça aussi que très vite, ça peut tomber. Et évidemment, c'est là où il faut faire la différence entre les menaces de mort, les gens qui harcèlent, qui tentent de doxer, qui tentent de te couper la parole, de retrouver, qui vont créer des obsessions, qui vont être névrosés par ta personne, et les gens qui te critiquent peut-être même un peu violemment, avec véhémence, mais parce qu'en fait, ils sont contre ce que tu dis et que eux aussi, ils ont envie de s'exprimer. Et en plus, souvent, ce qui se passe, c'est qu'un tweetos, il se sent inférieur à la parole de quelqu'un dans les médias. Donc forcément, il se dit, j'ai juste mon tweet de merde. Et il va se dire, de toute façon, la personne, elle va pas forcément le voir. De toute façon, elle est invitée, elle a le droit à la parole. Moi, j'y ai pas le droit. Donc en plus, il y a une sorte de sentiment d'injustice qui peut se créer. Je peux comprendre le sentiment d'injustice, mais ça légitime pas d'aller insulter des mères sur Twitter non plus, quoi. Bien sûr, mais et je trouve surtout que ça arrivait à beaucoup de gens. Nous, le discours qu'on a toujours eu pour contextualiser, c'est de dire à un moment donné, si les gens veulent utiliser le harcèlement comme arme politique, il va falloir le penser comme tel, et à la limite, on veut bien en discuter. Mais moi, c'est pas pour dire que je suis d'accord pour utiliser le harcèlement comme arme politique, c'est juste en mode de dire à un moment donné, quand tu fais une campagne de harcèlement massive, pense-le comme ça, tu vois. Parce que efficace, c'est du contre-discours politique, il n'y a pas besoin d'aller insulter des mères sur Twitter toute la journée, quoi. Et c'est pas pour dire que si une fois t'as vrillé qu'un mec a dit une horreur sur Twitter, que tu l'as que tweet pour lui dire nique ta mère, ça reste Twitter. Moi je suis pas en train de dire oui, vous êtes la pire personne de faire ça, mais juste à un moment donné peut-être se poser la question de l'efficacité, quoi. Est-ce que tu vois, même de manière cynique en tant que militant, quoi, est-ce que vraiment code tweet en étant insultant les gens, même les codes tweet passifs-agressifs un peu nuls, machin, qu'est-ce que ça apporte? C'est pas très efficace. Moi je trouve qu'on dirait Pokémon, c'est pas très efficace. Et puis en fait, le problème, c'est que j'ai l'impression que c'est ça l'espèce de tout le monde fait l'autruche. Et moi, je comprends. J'ai passé un temps à trouver que le cyberharcèlement c'était une horreur et tout. Je savais pas même moi comment produire du discours politique autour de ça. Mais en fait, le problème déjà, c'est que tout le monde harcèle en fait. Tu vois, genre c'est et ça va falloir commencer à le penser. C'est pour ça qu'il faudrait plutôt penser parler en dehors du champ du harcèlement. Si tu rentres dans la logique de je dis un truc politique, des gens me répondent c'est du harcèlement, alors là dans ce cas tout le monde harcèle. Et même quand toi tu dis un truc politique, t'harcèles les gens du coup. Parce que moi, je pense t'as des gens qui pensent pas comme toi et tu les brusques. C'est pour ça que pour moi faudrait
distinguer très clairement ce qui est du rapport de force politique, et même pas forcément, tu vois, parce qu'au final, dire je suis plutôt Doumbé ou Baki, c'est du rapport de force, tu vois. C'est qui est la team Baki ou la team Doumbé, qui va gagner, tu vois. Et le harcèlement, c'est-à-dire qu'il y a dire moi je suis team Doumbé, Doumbé il va l'éclater, c'est un champion de kickboxing, 100% il va l'éclater, machin. C'est pas la même chose que d'envoyer à Baki des menaces de mort, dire que Baki est une merde, se foutre de sa gueule. C'est peut-être une des choses qui peut faire la différence, tu vois. Et je pense qu'en politique, on en est capable aussi de concéder quelqu'un qui te dit n'importe quoi, ce que tu dis est dangereux pour la République, je sais pas quoi, enfin tu vois. Et de l'autre côté, voilà, d'avoir quelqu'un qui va chercher ton adresse, qui te menace de mort. Je pense que ça choque tout le monde et que ça disqualifie immédiatement. Mais sauf que le problème, c'est que moi, ce que je vois, et c'est pour ça que je parlais des bourgeois tout à l'heure, c'est que je trouve que c'est spécifique à la classe médiatique, à la classe petite bourgeoise, etc., qui n'a pas l'habitude d'être heurtée dans ses convictions et qui, dès qu'elle va subir de la critique politique, va justement prendre les tarés, et il y en a, et ils sont fous et c'est dangereux, tu vois, et les 8000 autres critiques plus ou moins constructives, plus ou moins véhémentes, mais qui n'ont pas volonté de nuire ou de harceler vraiment, tu vois, et mettre tout dans le même sac. Et c'est aussi une facilité de s'appuyer sur les 5, 10 qui te vraiment harcèlent, menacent et tout, pour disqualifier totalement toute la pensée politique qui pourrait être contre toi, tu vois. C'est trop facile. Et je trouve que ça arrive trop souvent, et particulièrement de ceux qui ouin-ouin le plus. Évidemment. Et ceux qui ouin-ouin le plus, c'est une catégorie sociologique précise. Parce qu'il y en a qui sont tellement habitués à la violence et à ce que de toute façon leur existence ce ne soit que harcèlement, haine et critique politique, que de toute façon ils vont même pas qualifier de harcèlement ce que sont des véritables faits de harcèlement et qui dépassent parfois x10, ce que des personnalités publiques qui ont 100 fois leur audience ne subissent même pas. Wissam frère. Donc c'est ça qui... On rappelle, hein. Bref. Tous les jours des messages, tous les jours des interpellations pendant plusieurs semaines, et avec des expressions qui étaient violentes dans le sens tuer un fasciste d'extrême droite génocidaire. En tout cas, moi j'ai vu beaucoup de messages qui disaient... Ça, c'est pas ce qui va me choquer, par exemple. Ouais, ça, par exemple, ce message-là. Est-ce que pour vous, c'est du harcèlement? Mais moi, c'est pas que je suis pas d'accord avec le tweet. C'est juste que, qu'est-ce qu'il apporte au schmilblick? C'est pas du harcèlement. Les gens, si tu reçois 100 messages comme ça, si ça en est, je suis désolé. C'est pas un code tweet de Wissam de 4 tweets pour expliquer ses positions. Moi, je dis pas qu'il faut jamais dire ça à quelqu'un. Je dis juste qu'il faut reconnaître que là, c'est une méthode d'harcèlement. Moi, je me rappelle du moment... Moi, je trouve que les tweets vraiment efficaces, c'était les tweets de militants et de militantes qui faisaient du contenu, qui expliquaient... Après, tu dis efficace, mais est-ce que c'est l'un avec l'autre? Non, efficace. Est-ce que Backseat se serait autant remis en question s'il y avait juste eu des militants qui les tenaient par la main? Je pense que oui. Moi, je te jure que je pense que oui. Et peut-être que je suis naïf, mais je te jure que je pense que t'enlèves les messages comme ça et t'as la levée de bouclier des gens qui étaient en mode mais vous vous rendez compte de ce qu'il a dit, il répète la propagande, enfin tu vois tous les messages construits qu'il y a eu de ces positions-là faussement humanistes. Je suis pas sûr que ça serait dans le docu s'il n'y avait pas une sauce, frère, par exemple. Mais tu pouvais faire une sauce sans avoir des grosses merdes. Moi je suis full d'accord avec toi. Peut-être que je suis naïf, mais vraiment moi je suis full d'accord avec toi que ce qui compte c'est d'abord de créer du contre-discours politique et que ça sert à rien d'envoyer des MP aux gens ou juste de leur dire que c'est des grosses merdes. Vraiment, ça fait pas avancer le schmilblick, tu vois, et que c'est inefficace. Mais je n'irai pas jusqu'à dire que ça leur a pas mis un coup de pression. Après, je dis pas, comme toi, tu vois, je dis pas que c'est la bonne chose à faire. Je pense que c'est un mauvais coup de pression et que justement, là, regardez comment le docu se sert de ce tweet, c'est pour dire, vous avez vu, on a été harcelé alors qu'on a essayé de bien faire les choses. Donc au final, vous servez aussi à légitimer l'absence, parce que là, c'est pas un tweet de critique politique, tu vois, de contre-discours qui a été montré. Là, ce qui a été montré, c'est quelqu'un qui dit grosse merde, tu vois. Et du coup, vous servez aussi à camoufler. En fait, c'est le fameux homme de paille, tu vois. On prend l'homme de paille, c'est-à-dire l'argument le plus faible, hop, pour camoufler l'homme de fer, l'argument le plus fort, quoi. Et moi, en fait, ce que je trouve, tu vois, le dispositif, pourquoi c'est intéressant? C'est que là, gros, ça met ce tweet-là, ça cache le pseudo, et qu'est-ce que ça laisse du pseudo? Le drapeau palestinien, gros. Moi, je trouve que ça dit tout. C'est là que je reviens avec vous. C'est du harcèlement. Moi, dans la logique Backseat, pas dans la mienne, hein, mais dans la logique Backseat, ça c'est du harcèlement. Parce que ce que tu veux dire, c'est que les drapeaux palestiniens, donc soit les pro-palestiniens, soit les Arabes, soit même les gens concernés, franco-palestiniens ou même palestiniens tout court, sont des harceleurs en puissance. Bah ouais. Donc, mais après, il y a aussi des gens avec des drapeaux palestiniens qui sont un peu teubés sur Twitter à un moment donné. En fait, moi, je trouve qu'il faut se réconcilier avec le fait qu'il y a des gens teubés sur Twitter. Et moi, je suis pas en train de dire qu'il faut
faire la chasse à chaque message qui dit salsioniste à quelqu'un, etc. Mais genre de s'en contenter, je trouve ça touchy, quoi. Moi, En en fait, tout ce qui est cas, moi perso, intéressant dans le je m'en débat, contente pas, je En trouve. fait, ce qui est Voilà. intéressant dans le débat, c'est qu'il soulève plein de questions. Il soulève déjà la question de Twitter, tu vois. On a déjà parlé des tas de fois de cette plateforme, mais il soulève déjà, voilà, Twitter, le fonctionnement de Twitter. Est-ce qu'il est normal ou pas? Bon, bah, je pense que le fonctionnement de Twitter, il saoule la plupart des gens, voire même ceux qui y sont accros. Mais reste que Twitter est ce qu'il est. Est-ce qu'après, il faut délaisser Twitter quand tu fais de la politique? Je pense pas, tu vois. Est-ce que Twitter, si c'est un rapport de force ultra violent, de communauté contre communauté, et à qui aura le plus de likes, le plus de RT, machin, bon, bah, si c'est les règles du jeu, il y a aussi à un moment donné la deuxième question, donc, est celle aussi de qu'est-ce que tu fais quand tu milites? Est-ce que tu te salis les mains? Est-ce que la violence, sachant que la violence, ça veut rien dire en vérité, tu vois. Ça, tu te rappelles, c'est ce que disait Bégodeau là à propos de, tu sais, quand il y avait eu les manifs sur les retraites là où ça disait, ou les émeutes, tu sais, à chaque fois ça parle de violence, quoi. Et genre maintenant ça parle de violence même pour parler des manifestants. Donc la violence, ça veut rien dire en vrai de vrai, tu vois. Genre, est-ce que casser un magasin, c'est la même chose qu'envoyer un tweet avec écrit grosse merde? En fait, ça veut rien dire. Il faut toujours recontextualiser. Moi, je trouve ça moins violent de casser Moi, je trouve ça moins violent de casser un magasin que de dire à quelqu'un grosse merde. Bah ouais, non mais alors gros. Premier Doug. T'es vraiment. Oui, mais après, c'est là que t'es. Bah oui. Je pense pas que les gens qui font le film Backseat penseraient ça. Je te jure que moi je le pense premier degré. Non mais oui, mais toi c'est que t'es terminali gauchiste, donc oui, je te comprends. Moi je suis, tu vois, genre je trouve que politiquement, tu vois, genre après t'as dit grosse merde, des tas de gens sur internet avec ton immense audience. Est-ce que j'ai arrêté justement? Mais moi j'ai été ce gars qui insulte des gens sur Twitter et qui code-tweet tout le monde. Non mais sur Twitch. Sur Twitch. La calvitie, grosse merde. Frère, arrête. Ouais, mais après, c'est accompagné d'un. Je t'ai jamais vu envoyer un pavé dans un magasin sur les 4 dernières années, là. Oui, bah, j'ai vieilli, frère. Oui, bah. Pour plus aussi vite que quand j'étais. C'est pas genre que c'est moins grave. C'est là où je trouve que tu forces un peu. Bah, non, mais moi, je pense que. Bah, si, parce qu'il y a pas. Genre, c'est un magasin, quoi. Ça va. Bah oui, bah alors pourquoi t'insultes? Ça te gêne moins d'insulter des youtubeurs médiocres? Mais j'insulte plus de youtubeurs, j'ai arrêté ça. Quel youtubeur j'ai insulté dernièrement? TPZ, on va même pas lancer la vidéo que t'étais déjà en train de le tailler, frère. Mais non, mais attends, mais. Oh c'est grave. Il a commencé. Donc fais pas genre dans ton échelle de valeur, c'est moins grave. Non, ça, tu veux juste faire le toto là, je sais pas pourquoi. Non, mais la différence, c'est que quand c'est moi qui insulte, je trouve ça un peu plus légitime que quand bah oui, bah voilà, mais il est là le problème aussi. Ouais, moi j'ai toujours une bonne raison. Mais d'ailleurs, oui, mais c'est ce que tu dis qui fait que les gens se comportent comme ça sur Twitter. C'est qu'ils ont l'impression d'être dans leur bon droit. Évidemment, si tu penses que chaque militant pro-palestinien en vérité est un antisémite qui veut effacer Israël de la carte, bah que tu vas trouver que c'est légitime de les traiter de parasites ou de je sais pas quoi. Et inversement, non mais quand t'es pro-palestinien, que tu sais qu'il y a un génocide en cours, évidemment qu'un grosse merde, ça te paraît que dalle par rapport à... Moi, je suis full d'accord avec ça. Mais c'est pour ça... Et moi, je trouve aussi que c'est ce qui s'est passé en vrai sur Twitter, c'est que l'important, c'est que ça doit être accompagné d'un discours politique, tu vois. Genre voilà, c'est pour ça que moi, je trouve aussi que, on l'a vu, tous les militants et militantes antiracistes sur la question palestinienne, ça a produit du discours de partout. Et pas que PDH, nous on a cité PDH, mais il n'y a pas que, quoi. Genre, donc oui, moi, je suis d'accord là-dessus. Et notamment sur le drama Backseat, moi, je me rappelle que j'avais beaucoup regardé. Parce que et justement, moi j'avais trouvé, il y avait beaucoup de gens. Il y avait des gens très en colère en mode bon, bah Backseat, on s'attendait pas à autre chose, mais là, bon, c'est grave quand même. Et même des gens un peu pédagogiques en mode comprenez pourquoi ça choque tout le monde. C'est pas possible. Genre, même symboliquement, le fait que la personne pro-palestinienne arrive en retard, tu sais, t'avais même. La symbolique était red flag sur cette émission, quoi. Mais après, moi je trouve faut pas dire que ce tweet-là, il rentre pas dans un modèle d'harcèlement. Mais c'est pour ça qu'il faut penser avec plus de hauteur. Non, mais qu'il faut réfléchir au sujet de l'éthique personnelle, de la violence sur Internet. D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut... Tu sais, parce que ça veut tout et rien dire. Traiter de sale pute une meuf parce qu'elle a fait une photo d'elle, c'est pas la même chose que de dire grosse merde de sioniste à quelqu'un qui a eu des positions politiques sionistes, tu vois. Ce n'est pas la même chose. Comme c'est pas la même chose, quelqu'un le dit dans le chat, de tabasser la devanture d'un McDo et de tabasser la devanture d'un artisan, de brûler la voiture de quelqu'un qui vit dans un quartier et de brûler un commissariat, ce n'est pas la même chose, tu vois. Ça n'a pas le même sens politique, ça n'a pas les mêmes conséquences. Donc en fait, c'est pour ça qu'il faut revenir à, si on veut avoir le débat de fond, moi je suis chaud de l'avoir. Mais là où j'ai un instinct de méfiance, quand je vois Backseat le film, c'est que je me dis, ils ont envie de ouin, frère. Au lieu de reconnaître que peut-être qu'ils ont mal géré une des séquences ils l'ont reconnu à demi du paysage politique français, quoi. Moi, tu sais que j'ai un avis contre Anne.
moi je suis étonné qu'il ait reconnu à demi-mot. Il a dit une petite maladresse, mal exprimée et tout, donc ça me convainc pas du tout, on est d'accord, mais moi je suis tellement à ne rien attendre que je suis étonné que ça ait même reconnu que c'était mal dit, tu vois, je suis en mode ah putain, Oui, c'est vrai. Oui. ça a été Erreur de com. sacrée Petite victoire. erreur de com. Ouais, petite erreur de com, déjà, je vous jure les gens que moi je suis en mode ah ouais, c'est quand même. Mais c'est là que tu vois qu'erreur de com, c'est vraiment une excuse. C'est ça, tu vois. Qui Mais fonctionne jamais, genre, quoi. il y a aussi le truc de, enfin, quand tu reçois 300 insultes, c'est quand même vénère, quoi. Genre, pour une, enfin, tu vois, c'est qu'il faut. Moi, je veux reconnaître à Raphaël Amselem le fait que de Ah, il a dû recevoir prendre cher, ouais. 200 grosses merdes, ça met mal. Moi, je trouve Bah, qu'il et faut nous, pas par le nier. exemple, on l'a jamais insulté de grosse merde. On l'a critiqué politiquement de fou. Tu vois, on a critiqué Backseat. On a su aussi expliquer plein de fois Backseat. On a su aussi les défendre, expliquer la démarche. Quand on parle de Jean Massier, on va attaquer des angles qui nous paraissent critiques, tu vois. Mais on sait aussi parler de comment il gère aussi la prod, qu'il se déterre à faire un truc, qu'il a légitimé et pavé la voie. En fait, c'est là aussi où, en faisant preuve de nuance, je pense que tu peux faire avancer tes idées largement plus qu'en étant juste insultant, quoi. Après, des fois dans la politique, et je suis le premier, vous connaissez mon discours, ceux qui m'écoutent depuis longtemps, je suis le premier à être un idéaliste déçu de ça, de se rendre compte que quand tu donnes des coups, tu prends des coups. Et des fois, c'est triste, mais c'est aussi le constat amer. Et puis, on en revient aussi, moi je pense qu'il faut poser là, avec mon petit discours un peu béni oui, c'est quand même de l'insulte. Il y a aussi une vérité, c'est que quand ces gens-là parlent de Rima Hassan, ils ont tout leur habitus de classe médiatique, de petite bourgeoisie intellectuelle, qui vont dire les pires horreurs sur Rima Hassan avec le langage le plus gentil, quoi. Et c'est aussi là où on a envie d'être en mode oh, les gens quand même insultés, c'est pas bien. Genre, moi je le pense, mais en même temps, le privilège de l'insulte sans déborder, ça reste un privilège. Ça reste eux qui sont là-dedans, quoi. Ça veut dire eux, ils sont vraiment en mode, ils l'insultent de tueuse, de défenseuse du Hamas et de tous les crimes de guerre les Alors plus que c'est possibles. zéro son discours et qu'elle est très polie et en maîtrise de son. Ah ouais, des puis personnes que les tu plus sens en qu'elle y maîtrise. met les. Bah ouais, elle met les formes parce que c'est qu'elle est scrutée et qu'elle prend cher surtout et que eux justement. Toutes les horreurs qui se permettent de dire sur elle, comme ils vont jamais rajouter la grosse merde pro-Hamas de Rima Hassan, mais qui vont dire qu'elle est pro-Hamas de manière gentille, bah ils ont l'impression d'être légitimes, quoi. Moi j'ai même envie de dire, si on relit bien le tweet est clairement écrit par quelqu'un qui fait attention à ce qu'il dit, parce que ça dit pas que c'est une grosse merde de sioniste, il dit qu'il raconte de la grosse merde. C'est pas la même chose, tu vois. Oui, ok. Non mais attends, désolé, mais par exemple, moi, mais tu dis c'est une grosse merde de sioniste, moi je trouve que t'es un forceur. Alors que dire qu'il a raconté de la merde, ça va. Tu vois, je trouve que c'est pas pareil. Oui, après, je pense que tu peux trouver un tweet où ça dit. Non, mais gros. Raphaël, la grosse merde de moi, je doute pas qu'il y a de l'antisémitisme de fou et qu'il a subi l'antisémitisme. Genre, justement, c'est toute l'horreur, et c'est de Sédèque qui en parle très bien. C'est-à-dire que toute l'horreur aussi de la résurgence du conflit, et notamment même parfois des anciens antisémites qui vont revendiquer un ancrage pro-Israël, c'est que leur intérêt premier, c'est aussi justement que ça va relancer l'antisémitisme. Et il y en a eu des agressions antisémites, tu vois, comme il y en a eu des islamophobes, et qu'il y a eu des sorties de route. Bien sûr, mais ça... Donc ça, malheureusement, c'est la force du racisme, que de se nourrir de ces différents racismes pour être encore plus raciste, quoi, tu vois. 37 vues... les gens, l'argument 37 vues, l'une des vues, c'est le mec qui a reçu le tweet. Moi, je suis pas d'accord avec cet argument. Des tweets qui insultent, si t'as 50 tweets qui t'insultent à 10 vues, dont à chaque fois une vue de toi, tu les as vus les insultes. Enfin, désolé les gens, je suis pas d'accord avec gros, quand tu le vois tweet. un tweet qui a fait 5 likes, tu le vis pas pareil qu'un tweet qui en a fait 500. Alors, je suis d'accord avec toi. Mais il y a eu plein de tweets qu'on fait arrêter d'être de mauvaise foi, parce que pour le coup, sur Raphaël Amselem, là, il y a eu énormément de tweets. On fait 300, 400, 500, 600, 1000. Et les tweets qui faisaient des likes, c'était des tweets construits en général. Ça, je suis d'accord avec toi aussi. Ah là, ils l'ont pas mis en entier. T'as vu ? Négationniste. Ils refusent qu'on parle de nettoyage ethnique. Ça est ahurissant. Mais là, c'est pas du harcèlement, là. Gros, t'es une grosse merde inculte. Mais là, attends, pareil, on voit pas la suite. Et le message d'avant, il avait l'air turbo construit. Hein. Ça va. Après ça, tu vois, moi. C'est ça le harcèlement. Alors attends. Moi, c'est en train de me gaslight à l'envers, leur truc. Alors. Moi, je suis plutôt pour de dire ok, mais là, je. Alors, moi, tu vois, ce tweet-là, moi, je trouve que c'est vraiment les tweets passifs-agressifs de gauchistes insupportables. Oui, qui sont nuls. Et justement, tweet de gars polis. C'est vraiment. Tweet de gars polis. Ah ouais, c'est ça.
Genre, vas-y, moi, je préfère genre, un lâche bon un nique ta mère, quoi. Ah ouais, vraiment, tu vois. Genre, parce que ça, c'est vraiment le entre la laine de café du matin et l'odeur du rat crevé. Ah, le tweet m'énerve. Pour moi, c'est vraiment les tweets, tu sais, un peu Ligue du LOL, tu vois. C'est les gauchistes ex-Ligue du LOL, un peu journalistes, qui font un peu des petits jeux de mots sans insultes. Tu sais, le passif-agressif. Sans gros mots, tu vois, genre c'est vraiment, ça, c'est là, c'est que je déteste le plus. Et puis la violence symbolique aussi, quoi. Ah ouais, de fou. Cool. Vous comprenez que là, tout ce qui est expliqué dans la tête de tous ces gens, c'est Dany et Raz qui ont créé ce harcèlement. Faut bien vous mettre ça en tête. On nous l'a dit, donc bon, on le sait. Donc, il y a des trucs sont. Les gens peuvent pas parler. Bah oui, on sait, c'est bon. Plus en plus. Alors qu'on est en plus, combien de fois on a défendu, frère? Bref. Un fonctionnement de la société en silo, c'est-à-dire que vous avez un monde politique de gauche, un monde politique central, un monde politique de droite, et vous n'avez pas forcément d'interconnexion entre ces différents espaces. Où ces interconnexions, elles vont avoir lieu de manière extrêmement virulente, avec des clashs. Avec le conflit israélo-palestinien, ça s'est extrêmement vu, parce qu'on avait des communautés en ligne qui étaient de base extrêmement politisées, qui sont venus s'affronter sur ces espaces en ligne, et ça peut derrière avoir un effet sur un public qui n'était pas forcément politisé de base, qui va être soumis à ce contenu qui est extrêmement partisan et qui peut ne pas forcément avoir toute l'intégralité des éléments de compréhension du sujet pour pouvoir se positionner. Ah voilà, vous avez compris, il faut des diplômes et parler bourgeois pour pouvoir vous positionner. Là, il a dit, les militants déjà formés, c'est pas bien. Faut pas qu'ils s'engueulent, faut pas qu'il y ait de conflit politique sur la question israélo-palestinienne, parce que les gens qui y connaissent rien, ils peuvent pas bien avoir accès à un contenu neutre. Ouais, c'est-à-dire objectif globalement de journaliste. Dire que c'est grave, hein. Ouais, l'infantilisation, frère. Non, mais en fait, ça revient à ce qu'on dit des fois sur l'analyse de la fille. Tu sais, quand la fille, elle est dépeinte dans les médias, ou même par les commentateurs politiques, d'ailleurs, c'est déjà arrivé aussi à Backseat, comme, tu sais, qu'elle fait trop de bruit, qu'elle est vulgaire, elle est plus dans la politique de respectabilité, contrairement au Rassemblement national, qui met des jolies cravates, qui s'habille bien, qui fait attention à policer son langage entre 3 photos avec des néo-nazis et des tueurs d'extrême droite, tu vois. Tu vois, entre ces 2 photos-là, ils essayent de faire à peu près que genre leur discours, il est pas dangereux et violent, tu vois. Bah en fait, ça me revient à ça, c'est qu'encore une fois, moi j'ai l'impression, c'est pour ça que je reviens, mais il y a aussi un truc qui est fondamentalement bourgeois là-dedans. Genre, où c'est aussi la bourgeoisie a dit, on a créé des institutions politiques, c'est pour écarter les gueux de ce genre de décision, et du coup dès qu'il y a du rapport de force avec des gilets jaunes descendants, des tweetos fous, des propals, des gens qui s'énervent, qui veulent casser des trucs, qui veulent niquer des mères, bah là c'est pas légitime. Non mais vous n'avez pas lu, il faudrait plutôt inviter un chercheur. Je pense que pourquoi ils peuvent pas se remettre en question là-dessus, parce que je pense que leur avis est sincèrement eux ils sont dans un truc les extrêmes, ça veut dire pour eux les militants propal très remontés, c'est des gens qui sont horribles et harceleurs, comme les militants pro-gouvernement israélien, pro-guerre, sont des personnes horribles et harceleurs, tu vois. Et je pense qu'eux, ils se placent dans un truc de oh là là, nous on essayait d'avoir un débat en faisant entendre les voix humanistes des 2 côtés pour que les gens puissent comprendre. Ce qu'on appelle à lâcheté. En fait, il y a une sortie par le haut. Ah non, oui, c'est bien sûr. Non, mais moi, je suis d'accord. Pardon, c'est la neutralité. Je crois que j'ai confondu. Mais du coup, eux, ils ont l'impression, je pense sincèrement, de proposer une sortie par le haut. C'est pour ça qu'il y avait ce truc de guerrière de la paix. Ce truc un peu, tu vois, le truc un peu... Sauf que désolé. Humaniste bébête, quoi. C'est juste que là, il y a quelque chose de véritablement politique que Backseat a dû commenter, et ils se sont foirés. Parce que justement, quand tu te dis, on va être plus malin que tout le monde, on va prendre de haut les militants, et on va essayer de dire qu'en fait, ce qu'il faut, c'est la paix, puis se positionner... Non. Là, à un moment donné, il y a l'oppresseur et l'opprimé. Point. Tu sais, il faut revenir à du Sartre, là, tu vois. En plus, je dis Sartre, hein, pour être gentil avec eux, hein. Tu vois, je leur dis pas le moins inaccessible pour eux des anticolonialistes, tu vois. Il faut revenir à ça. À un moment donné, ok, la vie, elle est faite de paradoxes. Tous les êtres humains ont leurs nuances, leurs faiblesses, sont déterminés par l'histoire et leur environnement, bien sûr. Et ça, on peut philosopher là-dessus, on peut penser ça. Je suis le premier à kiffer faire ça. Mais à un moment donné, dans une situation politique, il faut trancher, il faut avoir un discours clair. Là où c'est inentendable ce que tu dis, même si je suis d'accord, c'est qu'ils ont l'impression d'avoir tranché. Il y a un choix politique moi je pense qu'ils se sont dit, on réunit les humanistes au discours nuancé autour de la table. Non, pas ni de gauche ni de droite. Non, je pense si, que c'est frère, pas ça. parce que tu me dis la position humaniste, pour moi, c'est
Non, mais je pense que eux, je pense qu'ils ont l'impression tout en condamnant de défendre un discours de gauche. Tout en condamnant tout massacre. Mais oui, mais non, mais je pense que eux, ils se pensent comme défendant un discours de gauche. Je pense vraiment qu'ils ne sont pas capables de comprendre pourquoi les gens leur disent que, en fait, ils servent le statu quo et ils servent, in fine, la politique coloniale israélienne. Ils ne peuvent pas comprendre ça parce que justement, ils sont en mode non, mais on est d'accord pour arrêter ce qui se passe en ces genres. Enfin, tu vois, genre, c'est inentendable en fait. Genre, pour moi, en fait, le référentiel est tellement éloigné que le débat est très très. C'est pas possible quoi. C'est comme le regard l'attaque du 7 octobre, je dis plus. Qui dit donc on légitimise les attaques du 7 octobre, du coup, in fine. Arrêtons de vouloir tout le temps nous faire prendre des positions. Je voyais un com tout à l'heure qui me disait Sacha, Sacha, on attend ton avis. Bah non, désolé, voilà, j'ai le droit de dénoncer le Hamas comme j'ai le droit de dénoncer la politique d'Israël. Il n'y a pas forcément d'avis à avoir. Laissez-nous tranquilles un peu. Attends, mais c'est avoir un avis ça? La réponse d'influenceur. T'es chroniqueuse politique. Parce qu'à la limite, déjà, nous on interroge tout le temps la bonne foi, c'est de l'influenceur gaming qui va dire c'est pas mon truc. Mais il y a débat. Bon, tu fais du divertissement, vas-y. Allez, mais là, t'es chroniqueuse politique. En plus, surtout que moi, même limite pour la défendre, je trouve qu'elle l'a donné son avis là. En plus, un avis plutôt pas mal. Pour moi, c'est l'avis minimum quoi. Genre, pour moi, c'est vraiment c'est le minimum de l'humanité possible quoi. Plaisir de recevoir Rima Hassan. Merci beaucoup de prendre du temps pour venir nous parler. Je suis la présidente et fondatrice de l'Observatoire des camps de réfugiés, qui est une ONG que j'ai fondée il y a 4-5 ans maintenant et qui travaille à documenter la question de l'encampement à travers le monde, donc de faire des études sur les camps qui sont installés à travers le monde. Là, on ne se rend pas vraiment compte de ce qui est en train de se passer, mais c'est la première fois qu'on est témoin. J+117, hein. Pardon. C'est cette barre, frère. D'un génocide en direct et qui est documenté, ce que disait la rapporteure spéciale des Nations Unies sur les territoires palestiniens, qui est documenté par les personnes qui subissent ce génocide. Et j'ai l'impression qu'en fait, partout, on est dans une forme de paralysie. Plus je prenais la parole médiatiquement, plus j'étais victime et la cible de menaces, de morts, de viols, et c'est ce qui a aussi motivé mon départ. Au moins, ils font un 2 poids, 2... c'est là que tu vois leur logique. Ouais, mais je trouve ça en dit long sur leur démarche. Bien sûr. Mais bon, c'est déjà ça. Non, mais attends, ils auraient pu ne pas le faire. Et là, par contre, attends, c'est moi ou les coms, ils sont... C'est moi ou les coms, ils sont vénères un peu. Non c'est pas les mêmes commentaires. Hein. On parle de avis de... tu dis de la grosse merde. Ah, tu devrais les soulager, tes copains terroristes. Tu es venu en France alors que ce n'est pas ton pays. À voiler, à rééduquer rapidement. L'autre, c'était droit tardé islamophobe. Hein. Salut Safia. Salut. Merci d'être avec nous sur le plateau de Backseat, ça fait plaisir de te recevoir à nouveau. À l'époque, tu étais vice-présidente d'SOS Racisme et depuis, tu as démissionné. Tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous, on avait constaté dans le secteur notamment étudiant, mais aussi avec d'autres militants. Voilà pourquoi d'ailleurs cette pensée un peu molle, elle marche pas. SOS Racisme, excellent exemple. Moi, j'ai vu plusieurs choses sur les réseaux sociaux, des jeunes qui partageaient des trucs ultra contradictoires dans mon entourage, certains qui... commençaient à partager la communication de Hetzel et ceux qui le faisaient m'envoyaient des messages en me disant ouais, j'ai l'impression de partager des trucs archi problématiques de droite et tout, Safia, est-ce que tu peux nous aider? Et d'un autre côté, des personnes qui se questionnaient sur est-ce que c'était des actes de résistance ou pas, parce qu'en même temps, il s'est passé des exactions horribles, mais en même temps, il y a le contexte, il y a ceci, il y a cela. Et moi, ça m'a poussée à faire un thread Twitter, à faire une communication sur mes réseaux sociaux pour essayer d'apporter du contenu pédagogique aux jeunes que je connaissais. Ils ont bien insisté sur ce tweet, hein. Ils insistent beaucoup, hein. En tout cas, le traitement de Backseat et même leur réflexion critique quelques mois après, il est hyper intéressant et hyper révélateur. En fait, c'est ça le problème de Backseat, c'est qu'on est obligé de trouver ça intéressant avec Raz. Alors je sais que pour ça, il harcèle, il regarde, il réacte à tout. Harcèlement. C'est du harcèlement. C'est du harcèlement. C'est trop révélateur. 24 heures après, le président d'SOS Racisme m'a demandé d'effacer ce thread Twitter. Il me signifiait que des personnes...
Alors que le trade était en mode, tu vois, justement, la position un peu humaniste de les morts des deux côtés, tout est insupportable. Tu vois, un truc. Oui, un truc Après, moi, je pense que si. Moi, je trouve que le discours qu'elle a. Moi, je l'avais lu son trade. Le discours qu'elle a, pour moi, ça devrait être le discours de la gauche molle gentille. Un peu. Pour moi, ça devrait être ça le minimum acceptable. Ça devrait être ce tu que vois. dit Glucksmann. Voilà, ouais, mais sauf que justement, et c'est là que Oui, tu je vois sais, où oui, on je en sais. est. C'est là que tu vois où on en est dans le rapport de force, quoi. C'est que, genre, même ce qui est dit est déjà inentendable pour beaucoup et des gens de gauche, quoi. Face au fait que je ne pouvais pas m'exprimer publiquement, face au fait que des militants avaient beau me demander qu'ils n'avaient pas de cadre d'expression démocratique, on se retrouve avec un communiqué le 2 novembre, jour où l'ONU parle d'un risque grave de génocide, jour où il y a 10 000 morts à Gaza, dont un tiers d'enfants, qu'Israël avait le droit de se défendre. Il y avait pléthore de revendications, dont le cessez-le-feu, dont la libération des otages. Mais en fait, un 2 novembre, avec une telle gravité, dans une guerre qui éloigne tous les processus de paix possibles, qu'on parle d'un État ou de 2 États, ce n'est pas possible de dire quelque chose comme ça. Safia, qui quitte SOS Racisme alors qu'elle était vice-présidente, c'est un moment politique, ce qu'elle est en train de faire au sein du mouvement antiraciste. Il y a un moment de bascule. Il se passe quelque chose autour de l'attaque de Gaza qui motive beaucoup de militants antiracistes à revoir leur positionnement, à revoir les structures qui ont toujours été traversées par des contradictions, et c'est normal, mais qui là vivent des moments charnières. Je pense que notre génération, elle a besoin de pédagogie. Qu'est-ce que c'est que le Hamas? Qu'est-ce que c'est que l'histoire de l'État d'Israël? Qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui d'avoir des directions d'extrême droite au Moyen-Orient qui se font face? Quelle est la spécificité des attaques du 7 octobre avec des violences sexistes et sexuelles qui ont eu lieu? Qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui d'avoir un nettoyage ethnique à Gaza? Il y a une responsabilité importante dès lors qu'on s'adresse à un public et qu'on aborde ces sujets-là, ne serait-ce que dans les mots qu'on utilise, qualifier l'attaque de terroriste, qualifier ce qui est en train de se passer à Gaza de génocide. C'est des choses, il faut prendre la responsabilité des mots qu'on utilise. Tu vois, moi je vois aussi une victoire du combat des militants et militantes antiracistes plus radicales. Parce que au début, rappelle que qualifier ça de génocide, c'était pas possible. Par contre, tout le monde était d'accord pour dire que le Hamas c'était horrible. Mais au final, quand même, ça a été gratté avec les dents d'avoir les gens les plus mous qui sont obligés de dire que y a au moins un risque de génocide actuellement à Gaza, quoi. Les gens, moi, je vous jure que c'est une victoire politique, que c'est quelque chose qu'il a été convaincu d'une manière ou d'une autre, quoi. Bah oui. Genre, et ça, c'est le travail Mais de comme, fond qui a permis ça, quoi. Les Jean Massier d'hier disaient les poseurs de bombes en Algérie, et aujourd'hui, un Jean Massier oserait pas remettre en question que c'était légitime, tu vois. Ils vont à ça pour mieux taper ensuite, mais je suis pas en train de dire que ça y est, c'est nos alliés. Faut que ça avance. Oh, vous faites exprès de pas comprendre, ça m'énerve. Tu vois ça, je suis désolé, ce tweet-là, c'est un forceur. Est-ce que tu vas bien niveau santé? Tu as l'air vraiment fatigué. Alors moi, niveau santé, ça va pas très fort en ce moment. Je fais une rechute de dépression. Je suis malheureusement dans une phase dépressive dont je n'arrive pas encore à voir le bout. Mais les gens, il a vraiment été déprimé. Pour ne rien vous cacher, je suis bipolaire, donc je fais des phases de dépression et des phases de hypomaniaque. Et là, en ce moment, je suis dans une phase dépressive, donc je n'arrive pas du tout à suivre l'actualité. Je dors. Je suis sous sédatif la plupart du temps, donc je fais dodo. Décembre, malheureusement, j'ai été rattrapé par la maladie et j'ai fait un épisode dépressif très très grave qui m'a conduit jusqu'à l'hôpital. Du coup, on a fini là. Tu veux regarder ça? Tu veux regarder ce passage-là? Bah, on peut. Je sais pas. Si tu veux, donc j'étais complètement cramé. Le trop-plein était énorme. C'était beaucoup trop. Enfin, apparemment, j'ai un peu chaud de mater ça aussi. Ah, les gens qui sont en mode ouin-ouin, fermez-la, c'est bon. Enfin, genre, ayez de l'empathie un peu. C'est une dinguerie, hein. Genre, vous faites les gauchistes surtout. J'avais quelqu'un qui dit j'ai été en turbodépression, je suis bipolaire, c'était chaud. Vous êtes là en mode on s'en bat les couilles. C'est grave de faire ça. Genre, je sais pas, vous êtes des fils de pute, c'est une dinguerie. Enfin, il y a des moments où l'actualité politique est véritablement irrespirable. Il y a d'autres moments où il y a des petites victoires. L'IVG dans la Constitution est une victoire. Il y a des moments comme ça où on respire, où on trouve que ça a quand même du sens de se battre et de parler de politique. Il y a d'autres moments comme la fin de l'année 2023 où juste on n'en peut plus. J'ai pu me reposer, me ressourcer, avoir un traitement médicamenteux et un accompagnement psy assez lourd. Et j'en suis sorti ce matin. Donc on a fait coïncider pour que je puisse passer une tête ce soir pour vous passer le bonsoir. Vous dire que j'étais presque de retour. Je dis presque parce que je ne vais pas pouvoir reprendre le rythme de stream que j'avais avant les vacances, un stream quotidien. Ça, je vais pas pouvoir le faire. J'ai encore beaucoup de médicaments. Je suis encore très fatigué. Parfois, je me demande si j'aurais pas intérêt pour ma tranquillité à raccrocher les crampons et à plus faire.
Mais parce qu'il parle, genre nous on parle, c'est une dinguerie ça. Genre il a le droit de parler d'un truc. Bah, les gens, ça fait quand même partie C'est de son l'année de émission. Backseat C'est sur sa chaîne, il a c'est quand même disparu genre, pendant un mois, les frères. C'est oui. son docu, quoi. Pourquoi il en parle? Faire de politique, à plus parler de politique. Mais ce serait abandonner la promesse que j'ai faite au public et surtout aux jeunes de s'intéresser, de leur montrer que c'est accessible et que ça vaut le coup de s'intéresser à la politique. Donc je prends sur moi, je ne suis pas le porte-parole de la jeunesse, mais je suis un militant de la jeunesse et de l'éducation populaire depuis que j'ai 17 ans. Ça a toujours été mon engagement chevillé au corps. J'ai commencé dans l'associatif et je le perpétue aujourd'hui sur Internet à ma manière. Et ça ne fait pas de moi un porte-parole des jeunes. Je considère que la parole des jeunes n'est pas représentable. Laissons les jeunes être ce qu'ils sont, jeunes, et permettons-leur d'être au cœur de la République, au cœur des institutions, de vivre, d'avoir tous les dispositifs, d'avoir tous les espaces dans lesquels ils peuvent s'exprimer. Après, tu peux vieillir et être le porte-parole des jeunes. Il suffit de voir comment Mélenchon il accueille dans les trucs étudiants. Mélenchon, il a 74 ans, ça y est, t'as tous les jeunes du pays qui le kiffent. Ça me paraît bien pour 2024. Sur Mélenchon qui est venu quand même un peu énervé, on rappelle. Regardez, le grand espace, on va passer entre les personnes qui assistent à l'émission et ça chante. Classique cette émission. Un classique culte. Ah ouais. Pas forcément pour les raisons qu'ils espéraient eux, je pense. Après Messi, mais moi, il devrait être fier d'avoir créé ce moment-là de. Ah oui. Genre, je sais pas, tu vois, genre moi je trouve que si un jour nous ça nous arrive d'avoir quelqu'un qui nous vole notre plateau et qui fait une émission aussi connue, genre je serais en mode bah on a créé un moment d'internet quoi. Moi je sais que je suis pas forcément du même bord politique que les gens qui étaient présents à la fête de l'UMA, donc j'avais un peu plus cette pression de le public, si ça se trouve il va m'accueillir en me sifflant ou ces trucs là quoi. Je me souviens 2 ou 3 minutes avant qu'on rentre en plateau, tout le monde se met à chanter on est là, on est là. Je la comprends, j'ai juré que je la comprends. Ah ouais, tu m'étonnes. Je n'ai jamais vu autant de personnes, les amis. Regardez, de là, ça démarre là. Et regardez tout là-bas. Bonsoir Jean-Luc Mélenchon, merci d'avoir accepté notre invitation. Il accepte cette invitation à Backseat. Je pense que le format n'est pas forcément celui qu'il aurait préféré. Parce que Jean-Luc Mélenchon, quand il vient à la fête de l'UMA, je pense qu'il a plutôt envie de parler directement à son public, aux visiteurs. Il a pas besoin d'un... Tu crois? C'est pour ça qu'il a ignoré le plateau. Et on voulait commencer... C'est pas moi qui ai choisi de venir à 4 là. C'est parfait instantanément. J'avais oublié le bonheur. Regarde leur tête. Et bien justement, 1, 2, 3, 4. On va faire circuler. C'est pas quelqu'un qui aime tellement l'exercice de l'interview, qui a un rapport très conflictuel avec la presse. Et là, c'est vrai que c'est un format auquel il n'est pas habitué. Tout ce contexte explique peut-être sans doute un peu la tension qu'on a pu ressentir lors de cet entretien avec Jean-Luc Mélenchon. Il y a quelques semaines, il y a 95 journalistes sur 100 du JDD, et j'en fais partie, qui ont quitté la rédaction après l'arrivée de Geoffroy Lejeune. Et on a réclamé pendant 40 jours de grève à peu près la même chose que vous. On a l'impression que c'est un combat qui vous a pas plus touché que ça. Et moi, je voulais savoir, est-ce que vous avez masqué vos convictions parce que c'était le JDD ou pas? Non, le JDD était un journal dont le dernier numéro paru avant le rachat était une une avec Madame Le Pen, ses progrès et le reste, et comportait une demi-page d'insultes contre les Insoumis. Il faut... Son avis, de toute façon, le JDD, c'était déjà d'extrême droite, vous allez pas me la faire. Oh là là, c'est... aller plus loin que les unes. Après, fou du bus. En fait, dans l'interview, c'est le moment le plus fou du bus, mais moi, je suis d'accord avec toi. On a le droit à la dignité, figurez-vous. Oui. Quel se marre. Les journalistes aussi. Vous n'êtes pas une institution devant laquelle nous allons dire, vous dites ce que vous voulez. Quand vous dites quelque chose que nous condamnons, et pas une fois, mais 2 fois, mais 3 fois, mais 4 fois, mais 5 fois, on a le droit. Ne venez pas pleurer dans notre gilet, surtout pour à la fin faire quoi? Un journal qui va donner la une à Madame Le Pen, ce qui se faisait avant. En mode avant, après, ça change rien. Le fou du bus. Le fou du bus, hein. Ah, mais vous savez comment se fait un journal. Vous savez comment se fait un journal. Sachant que je préparais ma question depuis 3 jours, donc je m'étais préparée à recevoir. Depuis 3 jours pour cette question. C'était long. Merde. Arrête. C'est pas une question de merde. Non, mais 3 t'es jours. Dur, t'es un bâtard. 3 jours, frère. Non, mais si, comment? Arrête, mais si, dans le moment où tu la cogites. Oh, toi, t'es un harceleur. Oh, enlève le sympatox, là. Le gars. Et là, Jean-Luc Mélenchon me dit
dit, mais vous étiez déjà un média d'extrême droite, vous ne recevez que ce que vous avez mérité un peu. C'était un peu le discours, moi, que je me suis pris dans la tronche. On peut peut-être faire la nuance entre la ligne éditoriale d'un titre que vous critiquez et la nécessaire solidarité à l'égard de journalistes qui sont précaires et parfois qui travaillent là parce qu'ils doivent bouffer. On peut faire cette nuance quand ça, même, je suis non désolé. Ce qu'elle a dit, c'est pas totalement faux. Moi, en fait, je trouve que Mélenchon, il a raison de passer. De toute façon, c'est sa ligne. La critique médiatique, les journalistes, c'est des ennemis, on conflictualise tout. Mais en même temps, elle a raison, quoi. En fait, le docu est ultra intéressant et révèle tout Backseat. Mais alors, notre chat de zinzin soumis, matrixé, harceleur se révèle aussi. Hein. Donc, au final, tout est. Voilà, donc t'es d'accord avec moi? Non, madame. Ah bon, bah alors... Pourquoi? Parce qu'il y a un principe dans la vie, moral et philosophique, qui s'appelle la responsabilité personnelle. Si vous acceptez de travailler pour un journal qui crache dans la gueule des travailleurs et qui insulte les insoumis, assumez-le. Moi, j'assume. Après, moi, je redeviens un insoumis instant. J'ai voulu être gentil. Mais le vieux, il crie des trucs. Et je suis en mode, oui. C'est ça le problème, c'est qu'il est trop fort. Genre, c'est vraiment, il est trop fort. Moi, je peux pas. J'y peux rien. Soyez solidaire des journalistes. Il a dit, oui, bah arrêtez d'écrire des trucs des droites. Oh là là. Oh, la réponse. On en a un peu rigolé entre nous après, mais c'est devenu le meeting de Mélenchon. Abattez la citadelle. Ah oui. N'écoutez jamais personne qui vous dira de reculer, d'arrêter, de céder, d'amollir. Faites mieux. Abattez ce système. Oh là là. Oh les frissons à chaque fois, frère. Oula, moins fort. Oula, Bonjour. Oh, il a pas dit ça sur le moment. Oh, mais c'est la blague du montage. Ça va? Dani qui fait exprès de pas comprendre que c'est une petite vanne au montage. Ah non, mais c'est le lendemain. Mais c'est pas en réponse à Mélenchon. J'ai dormi quelques heures cette nuit dans une tente. Ah oui, je pense que c'est la fête de l'UMA qui l'a mis dans cet état. Bah oui. Je comprends. Je pense post-fête de l'UMA, je serais comme ça aussi. Mais nous, on nous invite pas, frère. Ah, mais si, on était invité à la fête de l'UMA en plus. C'est toi qui n'es pas venu, c'était trop loin. C'est toi qui as été invité avec Casson. Frère, toi aussi, t'étais invité, frère. Non, moi, personne m'a invité. Mais c'est une dinguerie, ce mec, c'est grave. J'étais trop content parce que je sais loin. Bon, c'était très intéressant. On regarderait le film. Mais en vrai, entier intéressant. pour ceux que ça intéresse. Mais c'était cool. Et puis Backseat, enfin voilà. On reste attaché à cette émission parce que ça reste une des rares. Non, mais ça reste une des rares émissions politiques. Oui, c'est comme un sparadrap collant, quoi. On y est attaché parce que, tu sais, on secoue la main et il se recolle à chaque fois, comme le capitaine Haddock dans l'avion.